Donc, on va ouvrir la séance. Euh, nous en sommes à notre troisième webinaire dans le cadre des élections des conseillers des Français à l'étranger auprès du consulat de Zurich. Nous avons fait un premier webinaire sur la fiscalité. Nous en avons fait un deuxième sur nos réalisations. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la sénatrice Samantha Casbonne, que je salue et je remercie encore pour participer à ce webinaire pour éclairer les enjeux liés à l'enseignement français à l'étranger. Alors, si c'est un sujet, c'est parce qu'il y a une crise qui a démarré il y a un peu plus de 6 mois. C'est une crise qui a trois niveaux. Premièrement, il y a eu une baisse du budget alloué à l'agence, l'AEFE, donc disons une baisse du budget alloué à l'ensemble de l'enseignement français de l'étranger. Et cette baisse de budget a eu un impact assez fort car il y avait zéro marge de manœuvre de la part de l'agence. Et donc on peut s'interroger sur pour quelle raison il n'y a pas de marge de manœuvre. Deuxièmement, parce que la réponse qui a été retenue par l'agence a été d'augmenter les frais chargés aux différentes écoles, collèges, lycées, je ne fais pas le distinguo, mais disons de reporter presque intégralement l'impact budgétaire sur les différents instituts d'enseignement. Et troisièmement, c'est une crise parce que cela signifie au niveau des institutions d'enseignement une augmentation des frais de scolarité. Alors tout ne s'est pas encore traduit dans les chiffres, mais c'est la tendance qui se dessine aujourd'hui de manière assez forte sur cette crise qui a donc trois pendants d'après moi, et je suis très curieux d'entendre la sénatrice Casbonne commenter cela. La baisse du budget, donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'une baisse de budget? Deuxièmement, le fait que l'agence a eu zéro marge de manœuvre pour y répondre. Troisièmement, qu'elle a décidé de charger les institutions et que l'impact naturel des institutions sera de reporter ça sur les frais de scolarité. Est-ce que cette première description de la crise vous convient? Là, c'est à moi que la question Oui, s'adresse. Samantha. D'accord, très bien. D'abord, je salue tout le monde et un petit coucou à Odile aussi, parce que je sais qu'elle est aussi très impliquée sur ces sujets, comme Alexandre, hein, avec lequel on a déjà eu l'occasion d'échanger lors de la session à l'AFE de la commission, enfin toutes les sessions d'ailleurs, de la commission éducation. Oui, alors c'est un sujet aujourd'hui de préoccupation majeure parce que, au fond, si la subvention, euh, d'abord il faut rappeler le contexte, s'est vue euh, baisser, c'est parce que tous les opérateurs de l'État, mais aussi les ministères qui sont en charge de ces opérateurs, ont été amenés à consentir à un effort généralisé pour répondre, comme on le sait, à la contrainte financière actuelle que rencontre l'État. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, il n'y avait pas de raison non plus que l'effort ne porte pas également sur cet opérateur public qui est certainement l'un des plus dotés que l'on puisse connaître. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, euh, évidemment, les conséquences sont complètement insatisfaisantes. Et surtout, je le dis, les conditions auraient largement pu être évitées. euh, les conséquences, pardon, auraient pu largement être évitées pour une simple et bonne raison, c'est que, et c'est l'objet même aujourd'hui de la mission qui m'a été confiée et de la réforme que je proposerai, il y avait de vraies marges de manœuvre, par ailleurs, pour éviter une telle conséquence aujourd'hui qui brutalise évidemment l'ensemble des familles, mais aussi quelque part le monde enseignant, puisque se retrouve pris en otage à la fois d'une, euh, je dirais, d'une décision budgétaire, mais surtout, j'ai envie de dire, et c'est là le plus important, et certainement là où nous avons le plus de leviers pour changer les choses, c'est que, au fond, la situation que nous vivons est de l'ordre structurel actuellement. Le déficit de l'agence s'est aggravé depuis 2008
en raison du transfert du casse-pension voulu à l'époque de la mise en place de la LOLF, qui disait que chaque ministère récupérait la partie de son financement de retraite. L'agence n'y a pas échappé et depuis 2008, si vous voulez, elle a utilisé plusieurs leviers dont je ferai démonstration dans le rapport, qui étaient des leviers, mais qui n'étaient pas là pour, je dirais, totalement résoudre ce problème, mais plutôt de mettre des pansements en disant, si on fâche personne avec ces petits pansements qu'on va mettre, on verra jusqu'où ça peut tenir, parce que c'est au fond comme ça que la logique s'est installée. C'est toujours difficile, vous le savez, en France, de mener des réformes, et encore plus structurelles, quand des personnes considèrent qu'elles ont à perdre. Et en l'occurrence, ceux qui possiblement à l'époque avaient à perdre, c'était, on va dire, des personnels qui s'étaient installés durablement dans des pays. Donc ça, c'était légitime de leur part, hein, c'était autorisé et c'était possible, donc il n'y avait pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Mais néanmoins, eux, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'agence avait trouvé comme seul levier de faire payer aux familles, alors que tous les autres opérateurs de l'État, eux, avaient engagé déjà une réforme de gestion de la masse salariale. Et ça veut dire quoi, si on se dit réellement les choses? C'est que bah, on met en adéquation ce qu'on gagne sans forcément faire payer plus à un consommateur, hein, c'est comme dans tout fonctionnement d'entreprise, avec ce qu'on a comme coût. Et là, on a considéré qu'il y avait une variable d'ajustement qui était assez facile, c'était le complément de la subvention publique, c'est-à-dire les familles, puisque beaucoup ont tendance à dire que les familles ne payent jamais le juste coût. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, bah, on a plutôt privilégié de faire compenser ce différentiel qui s'est aggravé chaque année par les familles depuis très longtemps, en faisant partir de ci, de là quelques profs, mais de manière très discrète, plutôt que de repenser à partir de cet instant le modèle qui allait forcément, à un moment donné, se déséquilibrer très vite, et d'engager donc ces réformes de structure pour ajuster la masse salariale. Ça ne veut pas dire forcément ajuster les postes ou les profs en matière d'effectifs. C'est peut-être reconsidérer certaines dépenses. Parce que c'est là, aujourd'hui, où on a un vrai problème. C'est que... Si on en reste, pardon, Oui, non, non, mais il faut m'interrompre. Samantha, si on en reste à cette question budgétaire, est-ce que vous avez trouvé bon, je vous demande pas déjà le rapport avant le rapport, mais est-ce qu'il y a des pistes qui, du simple point de vue budgétaire, permettraient de compenser ce qui, grosso modo, a été une baisse du budget d'environ 50 millions? Si je ne me trompe pas, vous me corrigez sur le chiffre de l'impact budgétaire initial. Mais donc, est-ce qu'on peut, du point de vue budgétaire, imaginer trouver un peu d'argent de manière à atténuer ce choc? Alors, très clairement, et les propositions seront factuelles. Je prendrai les chiffres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce qu'on me les a communiqués, qui viennent directement de l'agence, et également qui sont transmis en parallèle aux inspections générales. Donc, ce que je veux dire, c'est que la base documentaire, bon, je ne vais pas la remettre en question, elle est bien sincère. Maintenant, oui, et nous le verrons tous, il y a des marges. Il y a des marges pour éviter de telles hausses, très clairement. Et je le dis avec une réelle certitude, puisque je les ai sous les yeux, ces documents. Donc clairement, oui, la réponse à cette question. Maintenant, est-ce que parmi les différents scénarios que je proposerai, il y en a certains qui passeront de manière complètement facile, souple? Non. Pourquoi? Parce que certains, vous le verrez, peuvent avoir à perdre beaucoup. Enfin, quand je dis beaucoup, l'idée c'est d'atténuer, c'est d'être dans le dialogue, c'est de pas justement radicaliser les positions. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre, et vous le lirez à la lecture du rapport, enfin vous le lirez en découvrant le rapport, pardon, qu'il y a des choses qui se sont installées et qui sont difficilement acceptables aujourd'hui pour tout contribuable français que nous puissions être. Donc, c'est pour vous dire que les marges existent. Euh, Elles demanderont un courage politique pour la mise en œuvre, mais je crois en mon fort intérieur, pour avoir auditionné des dizaines, voire presque bientôt des centaines de personnes, hein, puisque j'en ai largement auditionné plus de 100,
et d'être rentré hein, dans un dialogue constructif que même les partis les plus, on va dire, enfin, qui sont une idéologie, pardon, assez forte et ceux qui se caractérisent eux-mêmes comme des idéologues avec des positions sur lesquelles ils veulent pas déroger, ils sont face aux mêmes chiffres que moi. Ils les voient. Donc, il y a des marges, très clairement. Et Donc qu'aujourd'hui, il y a les une Français marge, questionnent. il y a une marge budgétaire. Je le dis pour tous les participants, on s'interrompra à certains moments pour prendre des questions. La vidéo est enregistrée, elle sera mise ensuite en ligne. Donc vous pouvez aussi vous annoncer simplement avec votre prénom. Tout à l'heure, quand on passera aux questions, on prendra des questions à différents moments de la vidéo. Donc je reviens. Sénatrice Casbonne, aux solutions budgétaires possibles, envisageables. Ça ne compensera pas l'intégralité du montant qui pose problème et ça ne compensera peut-être pas le futur de dépenses, mais ça peut au moins, on peut imaginer que ça atténue un peu l'impact de ce premier mouvement budgétaire. Est-ce qu'il faut aussi des réformes organisationnelles dans l'agence? Ah bah clairement, très très clairement. Mais après, je reste convaincue, enfin moi à travers mes trois scénarios, qu'on peut arriver à atténuer totalement. Moi je ferai des scénarios avec, en disant, voilà, soit on prend le modèle médian et on peut prendre la moitié du budget qui est aujourd'hui le déficit et le combler à moitié par des effets d'économie, mais qui en plus ne choqueront personne dans les propositions que je ferai. Puis après, on peut arriver au scénario où tout est carrément absorbé, mais qui demande des mesures où là, on re-questionne effectivement peut-être des statuts de personnel. Donc c'est un vrai positionnement politique ensuite qui sera en tout cas pris par, euh, par l'exécutif. Mais on peut même aller hein, jusqu'à plus que 25 millions. Et donc oui, forcément que derrière ça, ce sont des réorganisations structurelles de l'agence. Quand je dis structure, c'est vraiment l'organigramme qui doit évoluer. C'est également un opérateur qui doit désormais se concentrer sur deux missions, la gestion de ces établissements qui sont ce qu'on appelle ces relais d'influence, les plus aujourd'hui ceux qui prennent le plus de la subvention publique, puisque ce sont aussi ceux qui ont un message un peu, je dirais, d'influence. Donc ceux-là, ils doivent avoir une attention très particulière et on doit euh, les laisser, de mon point de vue, dans des conditions où il reste une locomotive pour l'ensemble du réseau. Maintenant, il y a des marges aussi d'efficience très claires hein, à gagner. Mais imaginons qu'il y ait cet opérateur qui fonctionne avec une entité qui gère et une autre qui va correspondre à ce qu'on attend euh, au sein même du réseau, qu'on soit un établissement partenaire conventionné au EGD, c'est-à-dire des services qui correspondent aujourd'hui à la demande des parents. Alors, je ne veux pas dire, puisqu'en plus cette vidéo sera publique, que l'agence aujourd'hui ne fait pas un travail de créativité ou n'est pas, mais qui n'est aujourd'hui pas suffisant parce que l'organisation même actuelle est limitée, tout simplement, et qu'il faut débrider quelque part et réorganiser pour que demain, cette deuxième entité de l'opérateur public puisse se créer un modèle économique qui va lui permettre de vendre des services ou, si elle le souhaite, faire de l'influence, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui ne pourront pas, forcément, parce que ce sont des petites structures qui n'ont pas les moyens, mais là, ça devient un choix de la diplomatie française de dire au Liban, à Madagascar, enfin je ne sais où, des zones où on a besoin d'envoyer des messages politiques et des messages aussi qui sont des messages d'accompagnement ou de coopération, eh bien, il y ait la possibilité de financer par la subvention publique, cette fois, ce que d'autres, par contre, eh bien, devront payer parce qu'ils n'ont pas bah, la même vocation, peut-être, à répondre à une commande politique. Mais ce que je veux vous dire par là,
c'est que on doit faire de cette nouvelle entité une entité qui se met au service du réseau et au juste coût. Parce que c'est ça qui est important et c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de défiance. C'est qu'on se dit, mais on ne comprend pas comment fonctionne cette boîte noire. On nous dit demain qu'il faut qu'on paye plus, mais on ne comprend même pas ce qu'on a à payer. On ne sait même pas si ce qu'on paye est au juste coût. Donc, la mission va avoir vocation à mettre à plat les coûts, voir si on est au juste coût, et si on n'est pas au juste coût, ramener Sur, justement à ce sur ce coût. sujet, Samantha, est-ce qu'on peut prendre une question Bien sûr. des participants sur le fait que, comme on n'a pas cette transparence ou comme on n'a pas cette vision très claire du juste coût, du juste prix, eh ben, je vais laisser poser la question à Stéphane. Bonjour. Oui, je voulais vous demander ce que vous pensez du recours que la FAP a déposé au tribunal administratif de Montreuil contre les décisions du dernier conseil d'administration de la l'AUFE. Et faut-il vraiment en venir aux tribunaux pour ramener l'agence à la raison? Bah, j'espère pas. Maintenant, je sais pour pouvoir être quand même au cœur aujourd'hui du sujet et de pouvoir moi aussi poser des conditions, enfin, quand je dis des conditions, pardon, mais c'est plutôt d'exposer les risques et du coup de dire plutôt que de se livrer peut-être à un rapport de force qui serait perdant-perdant pour tout le monde parce que forcément des parents qui s'opposent à l'école de leurs enfants, enfin du moins au financement, ça, enfin, c'est douloureux pour toutes les parties. Il y a d'autres choses à faire. Au contraire, je pense que tout le monde a besoin de se soutenir plutôt que de se défier. J'ai bon espoir, très sincèrement, pour répondre à la question, que les mesures que nous allons mettre sur la table vont amener à geler clairement les dispositifs et non seulement à les geler, mais c'est vraiment à atténuer de manière très importante un certain nombre des mesures qui ont été votées le 18 décembre. J'ai une question, Samantha. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les écoles, compte tenu qu'il y a eu une décision qui a été prise en décembre avec une augmentation des tarifs, et certaines sont, y compris dans notre circonscription, on le sait, sont assez impactées. Euh, Est-ce que finalement, elles vont donc devoir payer ces coûts supplémentaires ou est-ce que finalement la situation est en suspens le temps que ce rapport se fasse et que les solutions soient mises sur la table? Parce que bon, on a besoin de planifier évidemment Ben, je quand on gère un comprends. établissement. Je comprends. Moi, vous comprenez bien que lorsque je me suis engagée dans cette mission, c'était pour obtenir des résultats. Donc, j'ai envie de dire, il y a une forme de, pour moi, un peu charrue mis avant les bœufs, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a d'abord demandé et on a déjà fait des propositions qui, moi, me paraissent pas convaincantes au sens où elles ne arrivent pas à convaincre tous ceux qui sont embarqués par ces niveaux dispositifs, parce que c'est bien beau, mais on peut très bien, et vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit sous forme de contentieux, vous l'avez dit sous forme de planification, il y a aujourd'hui beaucoup de raisons à dire, bah, moi je refuse de signer ces avenants ou ces conventions. Moi, je n'y vois pas clair. Donc, moi, ça ne me choquerait pas, vraiment, et ça ne me choque pas si certains d'entre vous disait, bah, nous, on attend le rapport de la sénatrice ou d'autres rapports, puisque je sais qu'ils font un peu Flores en ce moment, et des inspections générales en disant, mais attendez, là, vous nous mettez une forme de couteau sous la gorge pour signer, mais au fond, nous, on a besoin d'y voir clair. Et aujourd'hui, on n'y voit pas clair. Au mois de juin, enfin, du moins... fin juin, j'essaierai de faire un peu plus rapide si j'y arrive, mais c'est très compliqué d'obtenir des chiffres à l'agence. Je les ai fini par les obtenir, mais avec 2 mois de délai. Maintenant, il faut vraiment les faire parler, les chiffres. Euh, du coup, bah, moi, je trouve que ce temps est un temps nécessaire à la réflexion, si je puis me permettre de dire les choses comme ça. Voilà. Donc moi, tant que je suis pas convaincue, je réfléchis. Enfin, je me mets à la place de ceux qui doivent signer les conventions. Et Donc, quand j'ai pas toutes les informations sous les yeux, bah, je réfléchis pas bien, donc j'attends pour réfléchir.
Et puis les statuts des institutions varient aussi. OGD, partenaires, les relations contractuelles se diffèrent. Alors Donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent, dans notre circonscription de la nôtre ici, on a trois écoles. Une école à Bâle, une école à Berne et une école à Zurich. Deux sont partenaires et l'école de Berne est conventionnée. Donc ce sont des statuts différents et elles sont impactées de façon différente, mais elles sont toutes impactées. Tout à fait, tout à fait. Et ceux qui doivent l'être le plus aujourd'hui, enfin ceux qui ont le moins de marge de manœuvre, on va dire comme ça, pour un peu peut-être résister et attendre, euh, ça reste les conventionnés, clairement. Ceux qui se retrouvent à souvent se voir mettre une pression plus forte, oui. Bien que, je me permets cette précision, quand on regarde les projections du dernier compte présenté par le CA de l'agence, les comptes, pardon, on s'aperçoit que la seule certitude qu'ils ont, elle s'est matérialisée par la remontée seule des EGD, parce que c'est les seuls établissements sur lesquels ils ont la main. Et ils n'ont pas besoin de faire signer des avenants. Donc, en fait, les seuls montants dont ils ont la certitude de pouvoir récupérer demain les sommes sont ceux au sein des EGD. Les conventionnés, les partenaires, pour eux, c'est encore une hypothèse, en disant est-ce que les gens vont adhérer au quoique je projet? rajouterais pour les EGD qu'ils ne connaissent pas l'impact sur le nombre d'étudiants inscrits à la prochaine rentrée s'il y a une trop forte augmentation des coûts. Oui, alors là, c'est vrai, mais tous ceux qui sont parents le savent, sortir un de ses enfants, ça prend au moins un an. C'est-à-dire que en nous prévenant au mois de mai, trouver une école qui va correspondre, voilà, ça se fait pas comme ça. Donc les vraies conséquences, elles se feront. Les gens feront peut-être les efforts très douloureux, mais ils les feront peut-être une année de plus. Mais après, effectivement, ils ont l'année pour se repositionner ailleurs. Ça, c'est sûr. Donc, quelques solutions budgétaires, quelques solutions organisationnelles, entre autres avec cette vision bicéphale des EGD et des autres types d'institutions. Au point de vue stratégie, est-ce que les objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs doivent aussi être repensés? Par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est que la politique de l'agence me semble être euh, uniforme pour le monde entier. Est-ce que cette politique doit être différenciée sur des zones européennes où un autre système scolaire national peut être offert? En Allemagne, l'école est très bonne. En Suisse, chez nous, l'école est très bonne et donne des formations, en tout cas, au même niveau que le niveau français. Est-ce que on doit considérer des zones francophones de manière différente? La Belgique, le Luxembourg, la Suisse romande sont des zones où le français est la langue nationale. Est-ce qu'il faut considérer les anciens pays de notre empire différemment des autres? Est-ce qu'il faut considérer les grands pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, encore différemment? J'ai l'impression que l'agence considère tous ces pays comme un ensemble uniforme et a une politique qui est à peu près la même, à part la question historique, il y a un lycée ici et pas là-bas, mais est-ce qu'on ne devrait pas répartir le monde en, je ne sais pas, une dizaine de zones, j'en ai évoqué quelques-unes, et de réfléchir à qu'est-ce que peut être l'enseignement français dans ces zones spécifiques? Il y a des zones qui sont francophones parce que elles ont appartenu un temps à l'Empire français. Il y a des pays qui sont francophones. Il y a des pays qui sont anglo-saxons, il y a des pays qui ont des systèmes scolaires identiques aux nôtres ou comparables. Et comment est-ce qu'on traite toutes ces zones ou bien on les traite de la même manière? Est-ce que là, il ne doit pas y avoir une stratégie, repenser la stratégie de l'agence? Alors, il y a quand même une stratégie, hein. On va pas non plus complètement. Enfin, moi, je ne veux pas dénigrer quelque chose qui n'est peut-être pas aujourd'hui optimum ou optimal, mais qui a quand même et qui existe. Lorsqu'on parle d'outils d'influence à travers ce réseau, c'est déjà une réalité, puisque vous avez des pays où la décision politique ou celle, on va dire, diplomatique préside déjà à ce genre d'arbitrage.
On le voit sur la zone Liban, les conditions au Liban sont totalement différentes en matière de participation des établissements à la vie du réseau que celles qu'on va trouver ailleurs. C'est vrai aussi aux États-Unis. C'est vrai dans certains endroits où on va accompagner par des subventions plus conséquentes certains pays avec lesquels on souhaite entretenir une relation privilégiée. Donc, il y a déjà, et déjà l'EGD en tant que tel, la structure EGD a été construite un peu ou en partie, on va dire, pour servir justement de vecteur d'influence, puisqu'on y scolarise souvent des élites des pays, et on sait très bien que lorsqu'on scolarise ces élites, il y a un enjeu derrière tout ça, c'est de créer des relations économiques, des relations stratégiques avec ces pays, parce que c'est une manière, l'éducation aussi, de rentrer dans des relations, on va dire, de soft power. Maintenant, bien sûr que le ministère des Affaires étrangères doit garder cette capacité de pouvoir désigner des endroits où elle souhaite mettre des moyens plus conséquents qu'ailleurs parce qu'elle a une stratégie, parce que, et puis vous voyez bien la façon dont le monde aujourd'hui est en train de se redessiner, il y a forcément une adaptation à imaginer. C'est pour ça d'ailleurs que dans la structure dont je vous ai parlé, il y a la structure pilotage. Et je crois que c'est important aujourd'hui qu'on dote davantage d'expertise euh, l'opérateur public dans cette vision géopolitique co-construite avec la tutelle, c'est-à-dire la Direction générale de la mondialisation. Parce que euh, aujourd'hui, ça a été, enfin, depuis quelques années, c'est très compliqué d'avoir une visibilité sur les zones dont parle Alexandre. C'est pas faute de l'avoir demandé, des parlementaires l'ont fait avant moi. D'ailleurs, ça fait à peu près 15 ans qu'on demande justement à l'agence d'identifier des zones d'influence encore possibles, ou même des zones simplement euh, où on n'a pas forcément envie de faire de l'influence, mais simplement parce qu'on a besoin d'accompagner tel ou tel développement. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué d'obtenir cette expertise au sein de l'agence. Donc oui, la réponse encore une fois est oui, très clairement, il faudra mieux doter et mieux réorganiser dans cette réforme structurelle l'agence pour qu'elle puisse utiliser pleinement les leviers de ce modèle éducatif. Et c'est pour ça d'ailleurs que de mon point de vue, les établissements partenaires doivent jouer un rôle. Je vous donne un exemple très concret. Trois établissements viennent de se construire, enfin viennent se créer, pardon, dans le monde. Un en Nouvelle-Zélande, un à Malte et un, voire deux, au Kazakhstan. C'est trois pays dans lesquels nous n'avions aucun établissement français. Des établissements partenaires, c'est-à-dire sans aucun lien avec l'AEFE, aucun lien financier, ont, par des moyens privés, créé trois nouveaux points d'éducation française dans des pays où nous n'étions pas présents. Eh bien, évidemment que pour moi, il paraîtrait raisonnable que pour permettre à ces établissements de se structurer avec confiance pour toutes les personnes qui vont scolariser leurs enfants, que l'État puisse accompagner cette démarche. Ça paraît tellement évident. Mais sauf qu'aujourd'hui, les finances de l'AEFE, qui sont consacrées ou concentrées exclusivement sur l'Europe et les pays du Maghreb ne permettent pas ces marges de manœuvre. Donc c'est là où on a un véritable, encore, enjeu de restructuration de cette agence d'enseignement français à l'étranger. Et de réflexion Peut-être, stratégique. est-ce que Pardon, c'est Odile. possible de préciser pourquoi c'est concentré sur certains pays et moins d'autres? Ce sont des choix historiques, des choix stratégiques, et est-ce que ces choix vont perdurer ou ça fait partie justement de la réflexion qui est menée dans le cadre de la mission? Bien évidemment, on ne peut pas éluder cette question puisque plus de 60% des moyens de la subvention publique sont accaparés, entre guillemets, sur la zone que je viens de vous décrire. Donc ça veut dire que le reste du monde se répartit moins de 40%. Donc il y a un déséquilibre qui tient, bon, à l'histoire, certes, mais l'histoire, elle a bon dos. Euh, on va pas se mentir, c'est surtout au rapport de force qui s'est créé dans ces établissements d'Europe.
où on a des forts contingents de personnel. Moi, je respecte le monde syndical, hein. Je ne dis pas ça par esprit de polémique ou par esprit de... Au contraire, je travaille plutôt bien avec eux, donc je ne souhaite pas que mes propos soient déformés. Mais sauf que euh, forcément, quand on a une réponse à des positions, on est toujours plus frileux à engager le dialogue. Et en gros, à faire prendre conscience à ces établissements que bah, ils sont quand même ceux qui coûtent le plus cher et qu'aujourd'hui, sans une réforme, ils créent de l'insatisfaction auprès des parents parce que ce coût est bien au-dessus d'autres types d'établissements qui fonctionnent sans argent public. Donc il y a quelque chose d'assez aberrant. C'est-à-dire que les parents se retrouvent à payer quasiment le même prix alors que les uns sont aidés à près de 50% de leur budget. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette prise de conscience aurait dû, bien évidemment, depuis très longtemps, être portée sur la table des négociations pour permettre à ce que, petit à petit, on bascule vers d'autres intérêts, on va dire, qui sont de développer, par exemple, le Moyen-Orient parce qu'on a une grosse diaspora française, qui pourrait être également l'Amérique latine parce qu'on a envie de reconquérir, là aussi, vous voyez, le Brésil. On n'est pas présent ou très peu au Brésil. C'est incompréhensible. Regardez le nombre d'habitants au Brésil. Et pourtant, d'autres modèles se développent, américains, anglais, autres. Mais la France, il met peu de moyens parce qu'ils sont concentrés et on a toujours eu peur du dialogue et du rapport de force. Alors que si on avait eu ce courage qui a traversé, je dirais, tous les gouvernements, hein, depuis 30 ans, eh bien, on n'en serait certainement pas là. Donc, c'est le fruit de l'histoire et c'est le fruit, voilà, de moi, ce que je qualifie peut-être un manque de courage. Est-ce que le rapport sur lequel vous travaillez va aussi porter sur les bourses scolaires? Et entre autres, avez-vous le temps, dans vos entretiens, de réfléchir aux modalités d'attribution de ces bourses à travers le monde? Alors, il y a les modalités financières, enfin on les connaît, Odile et moi nous siégeons à la commission des bourses à Zurich. Mais plus globalement, quels sont les critères par lesquels les bourses sont allouées à la Suisse versus à tel pays africain versus aux États-Unis? Et est-ce qu'il y a une réflexion qui portera sur ce sujet dans votre rapport? En Alors, sachant que je rajoute qu'il y a quand même un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est porté par un certain nombre d'élus. On a eu la discussion quand on faisait le bilan de la mandature avec les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est la question des classes moyennes et de l'accès de ces classes moyennes à l'enseignement français à l'étranger quand c'est nécessaire pour elles, parce qu'elles ne peuvent pas forcément mettre ou souhaitent mettre leurs enfants dans le système local pour diverses raisons. alors, oui, mais alors c'est amusant comme tout le monde aujourd'hui se soucie des classes moyennes. Moi, en fait, c'est un sujet qui me fait pas rire du tout. Quand je dis il me fait pas rire, parce que tous ceux qui aiment l'éducation comme moi, qui se sont engagés depuis plus de 25 ans dans l'école publique française, euh, c'est un vrai déchirement et enfin, une vraie tristesse de voir à quel point, depuis des décennies, ce réseau se divise en deux blocs. Ceux qui ont les moyens et plutôt largement, enfin, et ceux qui ont le soutien public de la solidarité nationale et qui, pour le coup, aujourd'hui, sont vraiment ceux qui cohabitent au sein des établissements avec au milieu un peu de ces classes moyennes dont on parle, mais qui s'évaporent d'année en année parce que nous n'avons jamais, enfin nous n'avons, moi je veux bien assumer ce pour lequel je n'étais pas encore là, mais on va dire collectivement, n'a pas été assumé, c'est-à-dire de, 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 de réellement créer les conditions d'un coût juste et raisonnable aux frais de scolarité. Et je reviens à mon sujet initial, c'est-à-dire la gestion de la masse budgétaire. Et quand je dis la gestion de la masse budgétaire, qu'on m'entende bien, je ne parle pas d'effectifs. Je ne parle pas d'effectifs d'enseignants. Pour moi, il y a tout intérêt à garder
aujourd'hui le même nombre d'effectifs d'enseignants. C'est juste de payer de manière beaucoup plus équitable et juste et raisonnable parfois. Et j'assume ce mot, raisonnable parfois. C'est pas une généralité, mais c'est quand même des exceptions qui sont marquantes. Eh bien, si nous avions... Vous voyez, il y a une économie. Je ne vais pas en parler tout de suite parce que je ne veux pas non plus complètement déflorer les propositions du rapport, mais il y a une économie en, immédiatement, on peut récupérer près de 11 millions d'euros. D'accord? Moi, ça fait depuis 2018, mais bien avant, que j'ai identifié cette économie. Et j'ai vu la résistance que procure euh, l'évocation même de cette économie, mais qui paraîtra, mais tellement... Et vous savez, je vais vous dire, vous savez comment j'ai identifié un jour cette économie? C'est en 2018, lorsque je suis allée au lycée français de Zurich, où j'ai été invitée par son comité de gestion, et qu'un consul, un jour, est venu me prendre à part. Ceux qui étaient présents s'en souviennent peut-être, et me dit, il faut que je vous parle, Madame la députée. À l'époque, j'étais députée. Vous êtes parlementaire en mission, j'espère que vous allez changer cela. Alors, je ne vais pas en parler, pardon, je vais un peu faire un teasing et je ramènerai, mais c'est de Zurich que j'ai identifié à quel point il y avait une forme de décalage entre la sincérité d'un budget public qui était voté et parfois l'usage un peu détourné, je pèse mes mots pour fâcher personne, de ce qui pouvait être fait de l'usage de cette subvention publique. Et c'est de Zurich que ça m'est venu, parce que j'en avais conscience lorsque j'étais proviseur moi-même, mais n'étant pas concernée directement par ce réseau AEFE et travaillant à l'époque pour le réseau, mais pas particulièrement pour l'AEFE, j'en avais entendu parler, mais sans en prendre la dimension à ce point. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, je remets chaque année ce point d'économie sur la table. Et chaque année, on va pas se mentir. Les syndicats d'ailleurs sont d'accord avec moi. C'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui tient à cœur à nombreux d'entre nous. Et à chaque fois, il y a une forme de positionnement inexplicable, mais vraiment inexplicable, de la part de l'AEFE, qui me dit que ce n'est pas possible, alors que tout le monde est prêt à engager des vraies négociations pour aboutir à un changement. Et on me dit, alors il y a eu le prétexte de Covid, après, il fallait rendre attractif certaines choses, donc il fallait pas toucher. Bon, bah, aujourd'hui, moi je vais quand même le mettre très clairement dans le rapport et dire que demain, oui, très vite, des dizaines de millions comme ça sont récupérés. Mais imaginez, si on l'avait fait depuis que le déficit de la pension civile existe, mais on serait même pas là en train de se parler de réforme. Donc il La y a question un était sur débat. les bourses. Est-ce que les bourses seront Oui, dans le alors la rapport? question, pourquoi je suis arrivée à parler de ça? Parce que je suis assez fâchée aujourd'hui qu'on n'ait pas de solution pour les classes moyennes. Voilà pourquoi j'en viens là. C'est-à-dire que pour moi, on s'est tiré aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, une balle dans le pied en laissant progresser pour plein de raisons qui seront dans le rapport, qui ne tiennent pas qu'à ce que je viens d'évoquer d'ailleurs, hein. Ça tient à bien d'autres sujets. Euh, et qu'aujourd'hui, je ne vais pas admettre ma défaite ou, ou un échec annoncé sur ce sujet parce qu'il y a des opportunités de changer les choses. Mais je vais être très honnête avec vous. Moi, ma mission, j'ai un temps limité et il faut que je priorise un certain nombre de choses à faire aboutir. Donc, à chaque fois, ce sont des négociations très longues. La réforme des bourses scolaires, c'est un travail, et vous le savez, vous qui travaillez dans les commissions lorsque vous représentez les Français de l'étranger en tant que conseiller et membre de l'AFE, vous voyez bien que là encore, il y a quelque chose sur le temps long à construire. Bien sûr en restructurant cette fameuse agence, on peut se dégager des opportunités d'accompagner les classes moyennes, peut-être en faisant des choix politiques qui pourraient être, par exemple, de considérer qu'un montant est sanctuarisé pour aider prioritairement des Français. Alors, après, ça peut prendre des formes qui seront empêchées parce que le législateur européen l'aura souhaité autrement et parce qu'on ne peut pas dissocier les gens sur la nationalité. Pourtant, quelque part, c'est aussi ce qu'on fait avec les bourses actuelles.
Donc, il y a peut-être des dispositifs dans lesquels on peut un peu Pardon, s'entourer. pardon Samantha, donc, pour être clair, là, c'est le fait d'évoquer que les frais de scolarité soient différenciés pour un enfant français de nationalité française et un enfant de nationalité autre française au C'est sein ça. de la même école, et de dire le tarif ne serait pas le même pour l'un versus l'autre. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas dans certains pays du monde où c'est possible. Maintenant, où le bas blesse dans cette hypothèse, c'est que l'Europe, on- enfin, sauf à créer un, un dispositif ad hoc, mais qui pourrait être attaquable par n'importe quelle personne d'une autre nationalité que française, qui dirait, moi, pardon, mais je suis en Europe, et là, vous avez créé un dispositif pour échapper ou pour arriver à la rupture d'égalité, enfin, ou pour rompre l'égalité entre citoyens européens. Ça mérite beaucoup de temps à construire, si je puis me permettre. Les bourses existent, sont déjà une exception quand on la regarde de près et qui pourrait déjà plus ou moins être attaquable. Bon, il y a la dimension patrimoniale, etc. On a réussi à construire quelque chose. Mais l'étendre de manière généralisée et uniforme à tous les Français au sein de l'Europe, j'entends, en distinguant les autres nationalités et en les excluant, c'est là où ça prend du temps à étudier sur un plan juridique. Et pardon de le dire comme ça, mais il faut quand même qu'on ait dégagé un certain nombre de moyens pour pouvoir créer ce dispositif et qu'on sache sur quelle enveloppe on se base. Donc, je vais être très honnête avec vous, c'est quelque chose que j'évoquerai. Maintenant, je ne vous cache pas que le temps me manque et surtout, pas que le temps, la capacité à trouver des solutions ensemble. Donc, et c'est pas pour botter en touche, simplement pour vous dire que pour moi, ça sera un des points qui devra être pris à bras-le-corps par la nouvelle direction générale dès lors où elle va prendre ses fonctions, avec tout un panel, dont des élus, mais aussi des parents, avec des établissements, enfin leurs représentants, pour construire un dispositif ad hoc qui tienne la route juridiquement avec ce qu'on peut aussi dégager comme marge de manœuvre pour prendre voilà, en considération une distinction de frais d'écolage. Voilà. Mais ce serait là le meilleur des moyens, c'est-à-dire atténuer les frais de scolarité pour les familles de classe moyenne. Après, il reste quand même, pardon, je suis un peu bavarde, mais il reste quand même une problématique, c'est comment on identifie une classe moyenne. Vous vous Mm. souvenez enfin, je sais pas, une classe moyenne en Suisse n'a rien à voir avec une classe moyenne en France. Est-ce qu'on prend le standard d'une classe moyenne à Madagascar ou le standard d'une classe moyenne à Zurich? Bon, là encore, c'est quand même des positionnements où, enfin, si on reste au sein de l'Europe, on peut considérer que la notion de classe moyenne, elle peut être relative. Donc peut-être qu'il faut uniformiser, puis pas distinguer les classes moyennes, mais certains vont vous dire, moi, je vous souvenez, pardon, mais je voulais juste vous dire ça, quand j'ai mis en place le dispositif euh, d'aide à ESH pour aider les familles, toutes les familles françaises qui ont des enfants en situation de handicap. En fait, moi, je suis partie du principe, quel que soit le revenu de la personne, qu'on applique exactement le même fonctionnement qu'en France. En France, on ne demande pas aux gens leur revenu dès lors où ils ont un enfant en situation de handicap. Donc j'ai considéré que nous étions les mêmes Français à l'étranger. Et donc j'ai demandé à ce qu'on construise un dispositif qui fasse exactement le pendant de ce qu'on fait en France. Je me suis vue tomber dessus par un certain nombre de personnes qui considéraient que c'était inadmissible que des familles qui avaient les moyens euh, ne payent pas les frais à ESH. Mais je leur ai dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on ne le fait pas en France? On n'est pas des Français différents. On a le même dispositif, on l'applique. Mais je sais qu'il y a aussi des positionnements qui considèrent que ça ne doit pas se faire. Bon, voilà. Après, c'est voilà, c'est de la politique. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut aider les classes moyennes, mais il faut qu'on arrive à trouver le dispositif inattaquable en Europe. Samantha, on avait longuement débattu pendant cette mandature
je crois à peu près chaque année, sur l'augmentation du nombre d'élèves dans le réseau français. Et le président Macron avait souhaité qu'on l'augmente drastiquement par des tas de moyens différents, des partenariats, pas que des EGD, mais les flammes. Enfin, il y avait plein d'idées évoquées. Et le résultat, finalement, c'est que, grosso modo, je crois, à 2% près, le nombre d'élèves est resté le même. Il y a eu des raisons à ça. Il y a eu le Covid, il y a eu des mouvements par-ci, par-là, de baisse d'effectifs à tel endroit pour des raisons bien spécifiques, d'augmentation à tel autre. Mais enfin, on est loin de l'objectif qui était de doubler. C'est vrai, pas cette année déjà, un peu plus tard, encore un peu plus de temps, mais très franchement, avec nos réunions biannuelles de commission à l'Assemblée, je n'arrive pas à penser que l'objectif sera atteint. Est-ce que c'est un objectif qui a du sens? Est-ce qu'on doit souhaiter la croissance du nombre d'élèves dans le réseau français de l'enseignement? Et si oui, comment est-il atteignable? Alors, je vais un tout petit peu corriger un chiffre. Le pourcentage d'effectifs d'élèves, enfin, peut-être pas le pourcentage, mais au moins le nombre, a quand même significativement augmenté, puisqu'on a quand même plus de 100 000 élèves scolarisés en plus. Alors, il y en avait 300 000 au départ, on est passé à 400, ce qui fait à peu près un tiers de l'objectif. Maintenant, une fois qu'on se dit ça, on pourrait tous se dire, mais l'objectif n'est pas atteint, ok, assez clairement, parce que toutes les raisons ont été évoquées. Il y a quand même eu, entre la géopolitique et le Covid, des vraies raisons. Maintenant, est-ce qu'on peut se satisfaire de ne pas avoir d'objectif ambitieux? Moi, je dirais non, parce que à chaque fois qu'on crée une école, qu'est-ce qu'on veut? Qu'elle soit chinoise, turque, euh, espagnole, anglaise, américaine? Bah, moi, alors peut-être suis-je chauvine, hein, j'en sais rien, mais je préfère qu'elle soit française. Donc, parce que je sais ce qu'on y transmet comme valeur. Euh, et donc, bah, je me battrai toujours pour que à Malte, en Nouvelle-Zélande, au Kazakhstan, nous ayons des écoles qui coûtent le moins cher possible à l'État français. C'est exactement ce qu'on vient de faire dans 3 pays, mais qu'on a décliné beaucoup d'autres pays. Donc, bien sûr que cet objectif, euh, dans le contexte qu'on connaît, est difficilement atteignable. Est-ce qu'on doit arrêter de développer des écoles? Moi, si tout le monde me dit autour de cet écran, nous, on préfère que l'école au Kazakhstan, elle soit américaine, à Malte, qu'elle soit anglaise, bon, ça tombe bien, euh, ils en ont déjà beaucoup, et pourquoi pas en Nouvelle-Zélande, qu'elle soit chinoise, pas de problème. Moi, c'est pas le programme que je soutiens. Donc, Est-ce qu'en développant ce réseau, un argument, j'imagine que ces écoles, c'est avant tout des écoles qui sont en contrat de partenariat, c'est-à-dire qu'elles ont toute liberté de gestion, en fait, hein, sur le recrutement, etc. Est-ce que des gens qui ont peut-être une autre vision vont dire, mais ça va se faire au détriment de la qualité de l'enseignement, puisqu'il y aura moins de professeurs détachés de l'enseignement français qui viendront travailler dans ces écoles. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va entendre, qu'on peut entendre. bien sûr, mais à juste titre. Mais alors, il y a Zurich. Je pense que on est à peu près tous d'accord pour dire que bah, il y a quand même tous les standards de qualité. Enfin, j'ai toujours considéré que c'était une berline du réseau, moi, personnellement. Euh, Nous aussi. bon, bah, très bien. Et dès le premier jour, hein, c'est-à-dire que dès que je sais plus si, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont rencontré à Zurich, mais dès le premier jour où, en 2018, j'ai mis les pieds dans cet établissement, moi qui avais été proviseur, je me suis dit, waouh, là, franchement, on a une école vraiment exemplaire. Bon, ceci dit, bien évidemment, je peux moi-même vous pointer des écoles dans lesquelles j'aurais tendance à être hésitante à mettre mes enfants. Oui. Pourquoi? Bah parce que, évidemment, tous les moyens sont mis dans les écoles où on a déjà un très haut, fort taux d'encadrement de qualité. Mais ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Si dans ces écoles-là, on détache des enseignants euh, de qualité, au sens, bien que la qualité, c'est une notion quand même qui peut se débattre parfois, euh, eh bien, moi, je suis complètement favorable à ça. Au contraire, parce que oui, il y a une réalité, il y a des établissements où
il faut du temps pour installer cette qualité parce qu'il faut une masse critique pour qu'un professeur soit bien payé. Mais que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire pour faire venir des bons professeurs, ben, il faut quand même avoir déjà dégagé suffisamment de moyens par des frais d'écolage pour pouvoir le convaincre de venir. Donc ce serait à l'État, évidemment, d'accompagner un temps ces établissements et de dire, bah, écoutez, déjà, vous avez investi dans la création d'une école. Vous voyez, par exemple, Nouvelle-Zélande, je reviens sur mes cas, hein, Kazakhstan, et puis je reviens sur Malte. Mais là, s'il n'y a pas des investisseurs qui investissent sur leurs deniers dans des personnels de qualité détachés, évidemment qu'on pourrait faire le procès qu'on vient de dire là à l'instant, et qui est juste. On pourrait considérer que c'est une école un peu de seconde zone, ce sont des écoles de seconde zone parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais là, ils ont fait le choix d'investir dans ces professeurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait à l'État, qui n'a rien payé de ces écoles pour l'instant, de dire au moins je détache 3 ans, le temps qu'ils atteignent une masse critique, quelques enseignants euh, tout aussi qualitatifs que vous avez décrits et qui sont à Zurich, et qui soient payés pendant 3 4 ans par la France, pour qu'on amorce une dynamique positive. Ça, c'est une gestion vertueuse. On part de moyens privés, l'immobilier, et ensuite l'État accompagne le temps qu'on amorce la qualité. Bien sûr qu'on devrait faire ça. Enfin, moi, je vais le préconiser. Mais en tout cas, on ne le fait pas pour l'instant. Enfin, on le fait une fois que, hop, vraiment, l'école est devenue très prospère. Mais toute la partie où il y a un temps là pour se lancer et atteindre cette masse critique, bah, on laisse un peu les gens comme ça s'autogérer et puis partir dans, voilà, un peu à l'aventure parfois. C'est Est-ce dommage. que les pistes de développer des écoles financées par certains États, principalement des États riches, donc disons en Europe occidentale, ou bien Australie, Nouvelle-Zélande, on évoquait ces pays aussi, mais est-ce que l'idée de se dire que les États aident au développement d'écoles françaises qui sont en partie incorporées dans leur propre système éducationnel sont des pistes envisageables? Bien sûr. Alors, elles le sont, d'autant plus qu'elles existent déjà. Vous avez des pays complètement parfois improbable, où, vous voyez, vous prenez les pays baltes. Quand je dis improbable, parce qu'on n'aurait pas imaginé, par exemple, en, en Lituanie, de voir cet État financer en partie notre école française. Bon, vous en connaissez qui sont peut-être plus emblématiques en matière de financement, mais vous avez les pays scandinaves, vous avez l'Allemagne, et puis vous avez le Costa Rica, vous avez des pays d'Afrique, vous avez le Maroc, où ces États accompagnent les financements français. Ils mettent des professeurs à disposition, donc ça allège notre masse salariale. Ils subventionnent parfois des bâtiments. Donc effectivement, ça, ce sont des coûts en moins pour nos structures, ou même parfois ils payent à l'élève. En Nouvelle-Zélande, si l'école vient de se créer, c'est pourquoi? C'est parce que les Néo-Zélandais ont dit, mais nous, bienvenue les Français, on n'avait pas d'école française telle que vous la proposez aujourd'hui, homologuée. On avait d'autres formes de modèles, mais on n'avait pas l'école française homologuée. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous prenez en charge toute la partie organisationnelle, les programmes, etc. Et nous, que ce soit un élève qui soit dans cette école française ou qu'elle soit dans une école publique néo-zélandaise ou qu'elle soit dans une école espagnole, nous, on s'en fiche. On se dit que si vous, vous êtes bien dans cette école, nous, on va vous financer une partie des frais de scolarité de l'élève. Bon, bah, ça, c'est gagnant-gagnant. Mais ça, c'est le monde idéal. Maintenant, tous les pays, vous voyez, moi, je vis en Espagne. Bah, l'Espagne, ils nous font aucun cadeau. Quand je dis aucun cadeau, c'est que non seulement ils ne reconnaissent pas nos écoles alors qu'on en a plus d'une trentaine, comme des écoles qui leur évitent de scolariser des élèves dans le système public ou d'autres systèmes. Non, parfois ils vont même jusqu'à nous imposer sur l'impôt sur les sociétés, ce qui paraît quand même assez incroyable, alors qu'on rend un service à l'État espagnol en disant, mais regardez, si demain tous ces enfants repartent dans le système, bah, oui, mais sauf que ça, après, si c'est une excellente piste et que je préconise également,
il faut le rapport diplomatique suffisant pour pouvoir dire, bon, bah, vous savez quoi, si vous ne nous aidez pas, eh bien, nous, on n'y investira plus de moyens. Bon. Mais c'est fait parfois, c'est fait un peu moins ailleurs. Donc moi, je le demanderais comme voilà, comme une approche complémentaire pour aider à Oui. maintenir nos frais d'écolage. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais, en conclusion, vous demander quelles sont les pistes sur lesquelles travaillent les inspections générales qui ont l'air d'avoir été mandatées pour un certain type de rapport, le Sénat qui a l'air d'avoir, je ne sais pas si le terme exact, une commission qui est en train d'essayer de rédiger un rapport aussi, et celui sur lequel vous travaillez, vous, sénatrice Casbonne. Alors, en fait, celui des inspections et le mien sont incrémentés. C'est-à-dire que le travail le travail de fond sur les chiffres, quand je dis de fond, ils sont 6 inspecteurs généraux, je suis toute seule avec mon équipe, mais avec quand même ce qui nous distingue. Moi, c'est un fonctionnement que je connais depuis près de 20 ans. Donc, je sais où il faut aller chercher les informations quand parfois on ne veut pas toujours les mettre en avant. L'inspection générale, elle a pour vocation, alors c'est peut-être la partie un peu plus euh, froide de l'exploitation des chiffres, c'est-à-dire que eux, ils ont une commande qui est de dire il faut rationaliser le modèle. Donc, il y a des chiffres, on les analyse, on fait des propositions. Moi, j'ai une approche un peu différente, vous le comprenez. Euh, C'est-à-dire que moi, mon approche, elle est aussi un peu plus, quand je dis politique, c'est pas partisan du terme, mais parce que vraiment, je neutralise cette dimension-là. C'est plutôt de vous dire quelle est. Il y a des moments où l'inspection générale voudra peut-être réduire tel ou tel budget. Moi, je l'évoquerai autrement. Je dirais, attention, si un effort est fait sur ce budget-là, ça veut dire qu'on peut répondre à une demande en échange euh, et trouver un compromis. L'inspection générale, c'est pas son premier travail. Elle doit rendre un rapport. Mais moi, je m'appuie aussi pour croiser nos conclusions, parfois sur les chiffres qu'on découvre et qu'on analyse. Donc, on a des réunions et puis je leur dis, voilà, est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que vous avez vu ça? Puis il me dit, Madame la sénatrice, est-ce que vous avez remarqué ça? Et à partir de là, de toute façon, de manière très neutre et indépendante, ils font leur rapport. Je l'aurai avant vous tous pour pouvoir regarder aussi tout ce dont je peux m'inspirer qui m'aura échappé. Et inversement, moi, je les informe aussi de ce qui pourrait leur échapper parce que, voilà. Et l'autre aspect qui est plus parlementaire, celui-là au sens, moi, j'ai une mission interministérielle. Donc, c'est le Premier ministre qui, au nom de l'exécutif, m'a mandaté. Eux, ils se sont auto-saisis. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais pu, d'ailleurs, aussi m'auto-saisir au Parlement avec eux et dire, bah, vous savez quoi, on appartient à la même commission. Donc, j'aurais pu dire, bah, en fait, bon, c'est un effet politique, on va pas se mentir. Alors, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le travail de mes collègues, hein. Je dis juste que il n'y aurait pas eu ma mission, il y a fort à parier qu'il n'y aurait pas eu d'autres missions. Voilà, on va Ils dire sont censés remettre un rapport pour quand, la commission sénatoriale? bah, dans les mêmes délais que les miens. D'accord. C'est-à-dire, Effectivement, il me semble qu'en termes de timing, la commission sénatoriale s'est créée après oui, l'annonce mais du cherchez rapport pas plus loin qu'il ne faut chercher. de la mission Voilà. interministérielle. Et puis vous avez même celle maintenant du député Karine Bencha. Bon, il vous aura pas échappé, on est dans un contexte d'élection. Voilà, chacun essaye d'exister. Voilà, on pourra dire la même chose de moi. Sauf que moi, à la rigueur, cette mission, je ne suis pas venue l'auto-proclamer, hein. En l'occurrence, on est venu me demander, ce qui est quand même un peu Mais- différent. et en termes de perspective, donc le rapport, il est remis en juin, et après, que se passe-t-il? Ah, alors, bonne question. Pour moi, il y a 3 temps. Il y a le temps du changement de gouvernance, qui est assez imminent, qui va, comment vous dire, euh, avoir vocation à recréer déjà les conditions. Alors, je ne veux pas jeter du tout, comment dire, ou vous paraître un peu trop critique
sur la gestion de la gouvernance actuelle. C'est pas mon sujet, puis c'est pas ma volonté. C'est simplement de dire que au bout de 3 ans, on s'essouffle, on n'a pas forcément toujours l'énergie sur une fin comme ça de fonctionnement pour remettre une dynamique. Et donc, une nouvelle gouvernance va déjà permettre euh, de recréer dans un temps très court, à peine un mois, des conditions favorables à ensuite mettre en place des mesures et des préconisations qui auront été arbitrées par l'exécutif. Moi, je vais faire un travail très simple, enfin très simple, très complexe, mais au final, de choix pour l'exécutif simple pour lui. C'est-à-dire que je vais partir sur 3 scénarios, et puis sur chacun des scénarios, il y aura des propositions, et sur ces propositions, eh bien, en fonction de ce que souhaite comme évolution l'exécutif, eh bien, il piochera. Alors, dans le scénario 1, je l'écarte, enfin, moi, je l'écarte parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, c'est le scénario actuel, donc à la rigueur. Mais je veux quand même qu'il soit chiffré. Je veux quand même que les gens prennent conscience des conséquences du scénario 1. Donc, il sera quand même clairement explicité. Et puis, enfin, c'est-à-dire une somme de mécontentement, hein, pour faire court. Et puis, le 2 et le 3, qui peuvent mécontenter certains, peut-être, je ne sais pas. Et encore, je suis peut-être même pas complètement sûre de ça, mais par contre, satisfaire beaucoup d'autres. Ce que je sais, c'est que le scénario 1 ne plaît à personne. Ça, alors ça, si je ne l'ai pas entendu 50 fois, je ne l'ai pas entendu une fois. Donc ça, c'est unanime. D'accord? Maintenant, le 2 et le 3 ont vocation, sous certains aspects, à plaire à certaines catégories d'acteurs. Donc après, moi, je ne suis pas là pour arbitrer sur les mesures que je vais proposer en m'inspirant aussi du terrain. Je suis là simplement pour dire, bah voilà, je vous ai mis tout un volant ou un panel de possibilités. Et maintenant, bah écoutez, vous avez une nouvelle direction générale. La mise en œuvre peut se faire immédiatement. Certaines mesures seront de très court terme, c'est clair. Ce dont on a besoin de récupérer, là, je vous parlais d'un certain nombre de millions, ça peut se faire dès la rentrée prochaine. Et comment Donc, les gens seront informés finalement, les familles, les gestionnaires d'école, par rapport à ça, puisque eux ont des impacts très directs par rapport à ce qu'on leur a demandé, hein, tout à fait. en efforts financiers supplémentaires. Tout à fait. En fait, vous avez remarqué que les mesures sont temporelles. C'est-à-dire que vous avez une augmentation de 35% pour les établissements conventionnés du transfert de la pension civile, puis ensuite 50%. Pour les établissements partenaires, vous avez un transfert de 0,5 chaque année. Seuls les nouveaux entrants sont censés rentrer à 4%. Enfin, moi, je les invite quand même à quand même re-questionner ces 4%, parce que franchement. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, là, il y avait un palier qui a été franchi. Moi, je pense que même ce palier-là pourrait, mais bon, ça on verra, hein, ce que offrent les marges de manœuvre, être renégocié plutôt que d'être attaqué. Mais bon, après, je comprends, hein, que ce soit aussi attaqué. Mais l'idée, c'est que sur du court terme, bah, tout le monde puisse se dire, ah, ça y est, quoi. On a, grâce à ces mesures-là et l'arbitrage politique, euh, bah, les 50%, alors moi l'idéal ce serait aussi les 35, on verra si on y arrive, mais les 50%, ça y est, on les annule, puis en plus on a dégagé pour plein d'autres choses des moyens pour avancer et avoir pour les familles enfin une visibilité sur une trajectoire qui ne soit pas haussière, déjà. Voilà. Donc, moi, je mets un corpus, voilà, de propositions sur la table, budgétisées, et puis après, bah, s'il y aura celles qui peuvent vraiment avoir un effet boom, boom au sens où, waouh, beaucoup d'économies, mais bon, ça amène forcément à des changements plus en profondeur, un scénario un peu médian, où là, on atténue assez considérablement, si on le souhaite en tout cas, les décisions qui ont été prises le 18. Votre rapport pourra être lu, sera publié pour tout le monde ou uniquement Ah réservé oui, au pour tout le monde. ministère? Ah oui, oui, bien C'est un sûr. rapport public. Tout à fait. Très bien. Eh bien, mille merci pour votre temps, mille merci pour toutes ces explications. Et je dis à tout le monde à bientôt, parce qu'on organisera encore un autre webinaire sur un autre sujet. On a le temps d'ici le 22 mai, où débutera le vote sur Internet pour les élections consulaires. Et merci à tout le monde. Merci Odile, merci Erwan, et merci beaucoup Samantha.
Merci et bon courage. Et je compte sur vous parce que tout ce qu'on s'est dit pendant toutes ces années, je m'en suis aussi inspirée. Donc merci pour vos remontées de terrain.